Le 12 août 1985, Sophie Marchand et son mari Thomas embarquent sur le ferry pour la Corse depuis Marseille. Ils ont 28 et 32 ans. Ils sourient aux douaniers, leurs valises couvertes d'autocollants de voyage. Le lendemain matin, quand le bateau accoste à Ajaccio, personne ne les voit débarquer. Leurs noms figurent sur la liste des passagers. Leurs billets ont été poinçonnés à l'embarquement, mais dans le port corse, sous le soleil éclatant de midi, Sophie et Thomas se sont volatilisés comme s'ils n'avaient jamais existé. Pendant 30 ans, leur famille cherche des réponses. Les parents de Sophie vieillissent dans l'attente d'un appel, d'une lettre, d'un signe. La sœur de Sophie, Eliane, organise chaque année une commémoration. Elle accroche leurs photos dans le salon, allume des bougies, refuse d'accepter qu'ils soient partis sans explication. En juin 2015, en triant de vieilles boîtes dans le grenier de ses parents décédés, Eliane tombe sur une enveloppe jaunie contenant des négatifs photographiques jamais développés. Elle les apporte chez un photographe du quartier. Quand les tirages sont prêts, Eliane découvre une image qui lui glace le sang. On y voit le port d'Ajaccio le 13 août 1985, reconnaissable au panneau de la gare maritime en arrière-plan. Un homme marche seul sur le quai, une valise dans chaque main. L'homme, c'est Laurent Ferrand, son propre mari, le beau-frère de Sophie et Thomas. Et les valises qu'il transporte portent les mêmes autocollants colorés que celles du couple disparu. Laurent n'a jamais dit qu'il était sur ce bateau. Pendant 3 décennies, il a pleuré avec la famille, participé aux recherches, consolé Eliane dans ses moments de désespoir. Avant de continuer, une question nous intrigue. De quelle ville nous regardez-vous en ce moment? Et quelle heure est-il chez vous? Laissez-le en commentaire, car nous adorons savoir jusqu'où voyagent ces histoires. Si vous voulez découvrir plus d'affaires mystérieuses et de disparitions inexpliquées comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun récit. Et si cette enquête vous captive déjà, laissez un like. Cela nous aide sincèrement à continuer de vous proposer ces histoires. Maintenant, revenons à ce qui s'est passé ensuite. En 1985, la France vit ses derniers étés insouciants avant l'explosion du terrorisme et la fin des années Mitterrand. Les voyages en ferry vers la Corse sont encore une aventure familiale, un rituel estival pour les Français du continent qui cherchent le soleil et les plages sauvages. Sophie Marchand travaille comme infirmière à l'hôpital de la Timone à Marseille. Thomas, son mari depuis 4 ans, est représentant commercial dans une entreprise de matériel médical. Ils forment un couple discret, sans histoire, apprécié de leurs voisins du quartier des 5 avenues. Sophie est très proche de sa sœur aînée Eliane, mariée depuis 1982 à Laurent Ferrand, un technicien EDF de 35 ans. Les deux couples se voient régulièrement, partagent des dimanches en famille, passent Noël ensemble chez les parents Marchand. Laurent et Thomas s'entendent bien sans être particulièrement proches. Ils parlent de football, de bricolage, échangent des conseils sur les voitures. Rien dans leur relation ne laisse présager un drame. Les 4 forment une famille ordinaire dans une ville ordinaire, avec des projets ordinaires et des rêves simples. Au printemps 1985, Sophie et Thomas annoncent qu'ils partent 15 jours en Corse au mois d'août. Ils ont économisé pendant 1 an pour s'offrir ce voyage. Sophie veut découvrir les calanques de Piana, Thomas rêve de randonner dans le maquis. Ils réservent une chambre d'hôtel à Porto Vecchio et achètent leur billet de ferry pour le 12 août au départ de Marseille. Eliane et Laurent les aident à préparer le voyage, leur prêtent un guide touristique, leur donnent des conseils sur les plages à ne pas manquer. Tout semble normal, joyeux même, dans ces préparatifs de vacances. Le 11 août au soir, Sophie et Thomas passent dire au revoir aux parents de Sophie dans leur appartement du boulevard Sakakini. La mère de Sophie leur prépare un panier de provisions pour le voyage. Le père leur recommande la prudence sur les routes corses. Sophie embrasse sa mère et lui promet de téléphoner dès leur arrivée à Porto Vecchio. Thomas serre la main de son beau-père et plaisante sur le bronzage qu'ils ramèneront. À 20h, ils partent. C'est la dernière fois que leurs parents les voient vivants. Le lendemain matin, Sophie et Thomas se présentent à l'embarquement du ferry à 6h. Le préposé de la compagnie maritime se souviendra d'eux lors de l'enquête. Ils portaient des vêtements d'été, des lunettes de soleil, 2 grosses valises décorées d'autocollants de différentes villes françaises. Ils avaient l'air heureux, détendus, comme tous les vacanciers ce matin-là. Le ferry appareille à 7h30 sous un ciel parfaitement bleu. La traversée dure 8 heures. Quand le bateau accoste à Ajaccio à 15h30,
Sophie et Thomas Marchand ont disparu. Personne ne les a vus descendre. Personne ne les reverra jamais. Le 14 août au soir, la mère de Sophie commence à s'inquiéter. Sa fille avait promis d'appeler dès l'arrivée à l'hôtel de Porto Vecchio. 2 jours se sont écoulés sans nouvelles. Elle téléphone à l'hôtel. La réceptionniste consulte le registre et confirme que monsieur et madame Marchand n'ont jamais pris possession de leur chambre. Leur réservation a été annulée le 13 au soir, faute de présentation. La mère de Sophie sent la panique monter. Elle appelle Eliane. Les 2 femmes tentent de se rassurer en imaginant 1000 raisons innocentes. Un changement de programme, une panne de voiture, un problème administratif. Le 15 août, la famille contacte la gendarmerie de Marseille. Un officier prend leur déposition avec une courtoisie professionnelle, mais sans urgence particulière. Des adultes qui ne donnent pas de nouvelles pendant 3 jours, ce n'est pas extraordinaire, surtout en vacances. Il note néanmoins les informations, promet de contacter les autorités corses. Les parents insistent. Sophie n'est pas du genre à inquiéter sa famille. Elle appelle toujours, respecte ses promesses. L'officier consent à lancer des vérifications. Il découvre que Sophie et Thomas ont bien embarqué sur le ferry du 12 août. Leur nom figure sur la liste officielle des passagers. La gendarmerie d'Ajaccio est contactée le 16 août. Un enquêteur vérifie auprès de la compagnie maritime. Les billets de Sophie et Thomas ont été contrôlés à l'embarquement à Marseille. Leurs noms apparaissent sur le manifeste du voyage. Mais aucun membre d'équipage ne se souvient précisément d'eux parmi les 420 passagers de la traversée. Le ferry était bondé ce jour-là, comme tous les départs du mois d'août. Des familles entières, des groupes de jeunes, des retraités en camping-car. Retrouver un couple particulier dans cette foule relève de l'impossible. Les caméras de surveillance n'existent pas encore en 1985 sur ces lignes régionales. Les gendarmes interrogent le personnel du ferry. Une hôtesse se souvient vaguement d'un couple correspondant à la description de Sophie et Thomas installés sur le pont arrière en début de traversée. Elle ne peut pas en être certaine. Un matelot dit avoir vu un homme et une femme près des cabines de première classe vers 11 heures, mais il ne pourrait pas les identifier formellement. Les témoignages restent flous, contradictoires, inutilisables. La traversée s'est déroulée sans incident notable. La mer était calme, le temps magnifique. Aucun passager n'a signalé de problème, d'accident ou de comportement suspect pendant le voyage. Les recherches s'intensifient à Ajaccio. Les gendarmes inspectent le port, questionnent les dockers, les chauffeurs de taxi, les employés de la gare maritime. Personne ne se souvient d'un couple correspondant au signalement. Les photos de Sophie et Thomas sont diffusées dans les commerces du port, les hôtels, les agences de location de voitures. Pas de résultat. C'est comme s'ils s'étaient évaporés entre le pont du ferry et le quai d'arrivée. Les valises non plus n'ont pas été retrouvées. Aucun bagage abandonné signalé ce jour-là à la consigne. Les parents de Sophie vivent un cauchemar éveillé. Leur fille a embarqué sur un bateau et n'en est jamais descendue. Le 20 août, les plongeurs de la gendarmerie maritime inspectent les eaux du port. Ils cherchent des corps, des bagages immergés, n'importe quelle trace matérielle du couple. Pendant 3 jours, ils ratissent le fond boueux sans rien trouver. L'hypothèse d'une chute accidentelle en mer pendant la traversée est évoquée. Mais comment 2 personnes pourraient-elles tomber par-dessus bord sans que personne ne s'en aperçoive? Les bastingages sont hauts, le ferry stable. Et pourquoi leurs bagages auraient-ils également disparu? Cette théorie ne tient pas. Les enquêteurs sont face à une impasse totale dès les premiers jours. Eliane et Laurent arrivent en Corse le 22 août pour participer aux recherches. Laurent prend 1 semaine de congé. Ils arpentent les rues d'Ajaccio avec des photos, interrogent les passants, plaçardent des avis de recherche. Laurent se montre particulièrement actif, bouleversé par la disparition de son beau-frère. Il passe des heures au commissariat, harcèle les enquêteurs de questions, propose des pistes de recherche. Son engagement impressionne les gendarmes. Voilà un homme qui ne ménage pas ses efforts pour retrouver sa famille. Personne ne soupçonne une seconde qu'il pourrait savoir quelque chose. Il joue son rôle de beau-frère inquiet avec une sincérité apparente qui trompe tout le monde. Les jours passent sans avancer. Les parents de Sophie louent une chambre à Ajaccio et refusent de rentrer à Marseille tant qu'ils n'auront pas de réponse. Le père de Sophie, ancien ouvrier des chantiers navals, maigrit de 10 kilos en 3 semaines. La mère ne dort plus, survit aux anxiolytiques. Eliane fait des allers-retours entre Marseille et la Corse, tiraillée entre son travail et la recherche de sa sœur.
Laurent retourne à Marseille fin août pour reprendre son poste à EDF, mais téléphone chaque soir pour prendre des nouvelles. Sa voix tremble quand il parle de Sophie et Thomas. Il demande sans cesse s'il y a du nouveau. Il semble rongé par l'angoisse. Début septembre, les recherches actives sont suspendues, faute d'éléments nouveaux. L'affaire est classée en disparition inquiétante. Un dossier reste ouvert, mais sans piste concrète, l'enquête ne peut pas progresser. Les parents de Sophie rentrent à Marseille, effondrés. Ils ont perdu leur fille sans savoir ce qui s'est passé, sans avoir un corps à enterrer, sans pouvoir faire leur deuil. Cette absence de réponse devient une torture quotidienne. Chaque sonnerie de téléphone les fait sursauter. Chaque bruit de pas dans l'escalier les remplit d'un espoir insensé. Sophie va rentrer. Elle va pousser la porte. Elle va expliquer. Mais les jours se transforment en semaines, les semaines en mois, et personne ne franchit cette porte. Les années 1985 et 1986 passent dans une attente insoutenable. Les enquêteurs explorent toutes les hypothèses. Fugue volontaire, suicide commun, enlèvement, accident non déclaré, aucune ne résiste à l'analyse. Sophie et Thomas n'avaient aucune raison de fuir. Leur vie était stable, sans dette, sans ennemis connus. Leur couple semblait solide. Ils projetaient d'avoir un enfant. Le suicide collectif paraît absurde. Et l'enlèvement, dans quel but? Aucune demande de rançon n'a jamais été formulée. L'affaire devient l'une de ces énigmes qui hantent les familles et obsèdent les enquêteurs jusqu'à la retraite. Un mystère sans solution apparente, une plaie qui ne se referme jamais complètement. En septembre 1985, le lieutenant Franck Moretti prend en charge le dossier au commissariat d'Ajaccio. À 42 ans, cet enquêteur méthodique a vu défiler des dizaines de disparitions sur l'île. La plupart se résolvent rapidement. Des touristes qui prolongent leur séjour sans prévenir, des adolescents en fugue, des personnes âgées désorientées. Mais le cas Marchand le trouble dès le premier jour. 2 adultes responsables qui montent sur un ferry et n'en descendent jamais, cela défie toute logique. Il reprend l'enquête depuis le début avec une équipe de 3 gendarmes. Ils vont réinterroger chaque témoin, vérifier chaque détail, chercher la faille dans cette disparition impossible. Moretti commence par reconstituer précisément la journée du 12 août. Le ferry part de Marseille à 7h30. La traversée dure 8 heures. Pas d'escale, pas d'arrêt. Un trajet en ligne droite entre le continent et la Corse. À bord, 420 passagers, 62 véhicules, un équipage de 28 personnes. Moretti obtient la liste complète des passagers et lance une campagne de convocation. Il veut parler à tous ceux qui ont voyagé ce jour-là. Retrouver 420 personnes dispersées dans toute la France relève du marathon administratif. Certains ont déménagé, d'autres partent en vacances, plusieurs refusent de se déplacer pour un interrogatoire. Les convocations s'étalent sur 3 mois. Les premiers témoignages n'apportent rien. Personne ne se souvient précisément de Sophie et Thomas. Les passagers décrivent un voyage ordinaire, sans incident. Des familles qui pique-niquent sur le pont, des enfants qui courent partout, des retraités qui jouent aux cartes dans le salon. L'ambiance typique d'une traversée estivale. Une femme mentionne avoir vu un couple se disputer près des toilettes du pont supérieur, mais elle ne peut pas dire si c'était Sophie et Thomas. Un homme affirme avoir remarqué une jeune femme blonde, qui pleurait accoudée au bastingage vers midi, mais le souvenir est trop vague pour être exploitable. Moretti accumule les dépositions floues, les impressions incertaines, les peut-être qui ne mènent nulle part. En octobre, un témoignage attire son attention. Une retraitée de Bastia se présente spontanément au commissariat. Elle voyageait sur le ferry le 12 août avec son mari. Vers 13h, alors qu'elle se promenait sur le pont arrière, elle a remarqué un homme seul près des canaux de sauvetage. Un détail l'a frappé à l'époque sans qu'elle y accorde d'importance. L'homme transportait 2 grosses valises et semblait pressé, nerveux. Il regardait autour de lui comme s'il craignait d'être observé. Elle l'a vu descendre rapidement vers les ponts inférieurs. Quand Moretti lui montre des photos, elle hésite. Peut-être que cet homme ressemblait à Thomas Marchand. Peut-être. Elle ne peut pas l'affirmer avec certitude. 30 ans plus tard, ce témoignage prendra une importance capitale. Mais en 1985, il reste une piste parmi d'autres. Moretti interroge longuement le commandant du ferry, un Corse de 58 ans qui navigue sur cette ligne depuis 20 ans. L'homme se montre coopératif, mais catégorique. Aucun incident n'a été signalé pendant la traversée.
Aucun passager n'a alerté l'équipage d'un problème. Les contrôles de sécurité ont été effectués normalement. Si 2 personnes avaient disparu en mer pendant le voyage, quelqu'un l'aurait remarqué. On ne tombe pas d'un ferry moderne sans laisser de traces. Les bastingages font 1,20 m de haut. Les ponts sont surveillés. Un accident aussi grave aurait déclenché une alerte immédiate. Le commandant en met sa main au feu. Sophie et Thomas sont arrivés vivants à Ajaccio. Ce qui leur est arrivé ensuite reste un mystère. Les enquêteurs explorent la piste criminelle. Sophie et Thomas auraient-ils été agressés à bord par un ou plusieurs passagers? Un vol qui aurait mal tourné? Un règlement de compte? Moretti épluche les antécédents de tous les passagers présents ce jour-là. Il cherche des condamnations pour violence, vol, agression. Sur 420 personnes, il identifie 7 individus avec un casier judiciaire. 3 pour conduite en état d'ivresse, 2 pour vol à l'étalage, 1 pour violence conjugale, 1 pour trafic de cannabis. Rien qui suggère la capacité ou la motivation de faire disparaître un couple sur un ferry. Les 7 sont néanmoins convoqués et interrogés. Leurs alibis tiennent. Aucun lien avec les victimes. Encore une impasse. En novembre 1985, Moretti reçoit l'aide d'un enquêteur de la police judiciaire de Marseille, l'inspecteur Denis Lambert. Ensemble, ils retournent interroger la famille et les proches de Sophie et Thomas. Ils cherchent un mobile, un secret, une zone d'ombre dans la vie du couple. Ils questionnent les collègues de Sophie à l'hôpital. Tout le monde décrit une femme professionnelle, aimée de ses patients, sans ennemis. Les collègues de Thomas donnent le même portrait. Un commercial efficace, apprécié de sa hiérarchie, sans histoire. Les voisins confirment. Un couple discret, poli, sans problèmes apparents. Pas de disputes audibles, pas de visites suspectes, pas de comportements étranges. Une vie transparente, presque ennuyeuse. Lambert pousse les investigations sur les finances du couple. Il obtient l'accès à leurs comptes bancaires. Les relevés montrent des dépenses ordinaires. Loyer, courses, essence, quelques restaurants. Aucun retrait important avant le départ. Pas de dettes cachées, pas de versements suspects. Les économies pour le voyage en Corse sont clairement identifiables, épargnées mois après mois. Thomas gagnait correctement sa vie. Sophie aussi. Ils vivaient confortablement, sans excès. L'hypothèse d'une fuite pour raisons financières s'effondre. Celle d'un chantage également. Personne ne leur devait d'argent, personne ne les menaçait. Leur vie était un livre ouvert sans page manquante, du moins en apparence. Les enquêteurs interrogent aussi Eliane et Laurent longuement. Eliane pleure pendant toute la déposition. Elle décrit sa sœur comme sa meilleure amie, sa confidente. Sophie lui racontait tout. Si elle avait eu un problème, Eliane l'aurait su. Elle jure que Sophie était heureuse, excitée par le voyage, amoureuse de son mari. Laurent confirme. Il voyait régulièrement Thomas. Ils s'entendaient bien. Thomas ne lui a jamais confié d'inquiétude, de menaces, de peur. Le voyage en Corse était un rêve simple, pas une fuite. Laurent se montre détruit par la disparition. Il parle de Thomas comme d'un frère. Il offre son aide totale aux enquêteurs. Il veut comprendre ce qui s'est passé autant que la famille. Moretti et Lambert le trouvent sincère, bouleversé. Ils ne détectent aucun mensonge dans ses propos. En décembre 1985, après 4 mois d'enquête intensive, Moretti rédige un rapport accablant par son absence de conclusion. Toutes les pistes ont été explorées, tous les témoignages vérifiés, toutes les hypothèses testées. Résultat, néant. Sophie et Thomas Marchand ont embarqué sur un ferry le 12 août 1985 à Marseille. Ils sont arrivés à Ajaccio 8 heures plus tard. Entre le pont du bateau et le port de la ville, ils se sont évaporés. Leurs corps n'ont pas été retrouvés en mer. Leurs bagages ont disparu avec eux. Aucun témoin fiable n'a vu ce qui leur est arrivé. Aucune preuve matérielle ne subsiste. L'affaire est classée sans suite, faute d'éléments nouveaux. Le dossier rejoint les archives des affaires non résolues. La famille reste sans réponse. Les années suivantes, Moretti reçoit sporadiquement des appels de la famille Marchand. Le père de Sophie téléphone chaque 12 août, date anniversaire de la disparition. Il demande si du nouveau est apparu. Moretti répond toujours non, avec une tristesse sincère. Cette affaire le hante. Il y pense souvent, même après avoir pris sa retraite en 1998. Avant de quitter le commissariat, il laisse une note dans le dossier. Il écrit que quelqu'un sait ce qui s'est passé. Quelqu'un sur ce ferry a vu quelque chose et ne l'a pas dit. Ou pire, quelqu'un a fait quelque chose et l'a caché.
Il conseille à ses successeurs de ne jamais fermer définitivement ce dossier. Un jour, la vérité émergera. Il en est convaincu. Il ne saura jamais à quel point il avait raison. Dans les années qui suivent la disparition, plusieurs pistes émergent et s'effondrent tour à tour. En 1987, une touriste allemande contacte les autorités françaises. Elle affirme avoir vu une femme ressemblant à Sophie Marchand dans un village de montagne près de Corte en août 1986, soit un an après la disparition. La femme travaillait dans une petite épicerie et semblait vouloir éviter le regard des clients. La touriste avait trouvé ce comportement étrange et, en rentrant en Allemagne, elle avait vu un avis de recherche dans un magazine. Les gendarmes se rendent immédiatement sur place. Ils interrogent la tenancière de l'épicerie. La femme en question s'appelle Marie Santoni, une Corse de 32 ans qui vit dans le village depuis sa naissance. Elle ne ressemble à Sophie que par la couleur des cheveux et une silhouette similaire. L'espoir s'évanouit en quelques heures. La même année, un homme se présente à la gendarmerie de Marseille. Il prétend avoir des informations sur la disparition du couple. Il raconte qu'en août 1985, il travaillait comme docker au port d'Ajaccio. Le 13 août au matin, très tôt, il a vu deux hommes charger discrètement de gros sacs dans une camionnette garée près des hangars. Les sacs avaient une forme étrange, allongée. L'homme s'était dit à l'époque que c'était louche, mais n'avait rien signalé. Maintenant, il pense que ces sacs pouvaient contenir les corps de Sophie et Thomas. Les enquêteurs vérifient son histoire. L'homme est un mythomane connu des services de police pour avoir inventé plusieurs témoignages dans différentes affaires. Il cherche l'attention, rien de plus. Son récit ne contient aucun détail vérifiable. Une autre impasse. En 1989, un détenu de la prison des Baumettes à Marseille demande à parler aux enquêteurs. Il purge une peine de 15 ans pour meurtre. Il affirme qu'un codétenu lui a confié être impliqué dans la disparition du couple Marchand. Selon lui, ce codétenu faisait partie d'un réseau de trafiquants qui utilisait les ferries pour transporter de la drogue entre le continent et la Corse. Sophie et Thomas auraient découvert quelque chose par hasard et auraient été éliminés. Le détenu donne un nom, celui d'un certain Marco Vincenti, un Ajaxien de 45 ans effectivement condamné pour trafic de stupéfiants. Les enquêteurs l'interrogent. Vincenti éclate de rire. Il nie catégoriquement toute implication. Il peut prouver qu'il était en prison à Lyon le 12 août 1985, incarcéré depuis 3 mois déjà. Alibi en béton. Le détenu dénonciateur avoue avoir menti pour obtenir une remise de peine. L'affaire connaît un regain d'attention médiatique en 1992 quand un journaliste d'investigation publie un long article dans un magazine national. Il avance une théorie audacieuse. Selon lui, Sophie et Thomas auraient été recrutés par les services secrets français pour une mission en Corse liée aux mouvements indépendantistes. Leur disparition serait une couverture pour les protéger après l'échec de cette mission. L'article s'appuie sur des témoignages anonymes et des documents non sourcés. La DGSE dément officiellement. Les parents de Sophie sont horrifiés par cette théorie qu'ils jugent insultante et fantaisiste. Leur fille était infirmière, pas espionne. L'article fait néanmoins scandale et relance les spéculations les plus folles. Pendant des mois, la famille reçoit des lettres de personnes convaincues de détenir la vérité. Toutes ces pistes mènent nulle part. En 1995, 10 ans après les faits, un voyant contacte la famille. Il affirme pouvoir localiser les corps de Sophie et Thomas grâce à ses dons médiumniques. Désespérée, la mère de Sophie accepte de le rencontrer malgré le scepticisme du reste de la famille. Le voyant décrit une crique isolée sur la côte est de la Corse, près de Solenzara. Il dessine une carte précise. Les corps seraient enterrés sous des rochers, près d'un vieux bunker de la Seconde Guerre mondiale. Les gendarmes, par acquis de conscience, organisent des recherches sur place. Ils passent 3 jours à fouiller la zone avec des chiens. Ils ne trouvent rien. Le voyant prétend alors que les corps ont été déplacés depuis sa vision. La mère de Sophie rentre à Marseille brisée par cette nouvelle déception. Elle ne répondra plus jamais aux sollicitations de ce genre. Laurent Ferrand, le beau-frère, continue de participer activement aux recherches pendant toutes ces années. Chaque fois qu'une nouvelle piste apparaît, il se rend disponible pour aider. Il accompagne les enquêteurs, suit les médias, discute avec les journalistes. En 1993, il propose même de financer une récompense de 50 000 francs pour toute information menant à la découverte de la vérité.
L'argent provient de ses économies personnelles. Ce geste touche profondément Eliane qui voit en son mari un pilier de force dans cette épreuve. Laurent organise aussi les commémorations annuelles. Chaque 12 août, il réunit la famille, allume des bougies, lit un texte qu'il a écrit en hommage à Sophie et Thomas. Il pleure à chaque fois. Personne ne doute de sa sincérité. Il incarne le beau-frère exemplaire, fidèle et dévoué. En 1998, une nouvelle hypothèse émerge lors d'une réunion de famille. Un cousin de Sophie suggère que le couple aurait pu être victime d'un tueur en série. L'idée paraît extravagante, mais elle trouve un écho. À cette époque, plusieurs disparitions non élucidées ont eu lieu en Corse dans les années 80. Des touristes, des randonneurs, des campeurs qui se sont volatilisés sans laisser de traces. Un journaliste local établit une liste de 7 cas similaires entre 1982 et 1988. Les enquêteurs étudient cette piste. Ils cherchent des points communs entre les victimes, des schémas répétitifs. Finalement, ils concluent que ces disparitions n'ont aucun lien entre elles. Les circonstances sont trop différentes. Les profils des victimes ne correspondent pas. La théorie du tueur en série est abandonnée après 6 mois d'investigation stérile. Au tournant des années 2000, l'affaire sombre peu à peu dans l'oubli collectif. Les médias n'en parlent plus. Les enquêteurs ont d'autres dossiers urgents à traiter. La famille vieillit, fatiguée de chercher sans trouver. Le père de Sophie meurt en 2003 sans avoir obtenu de réponse. La mère le suit en 2009, emportant dans la tombe son espoir de revoir sa fille. Eliane reste la dernière à porter le flambeau de la mémoire. Elle conserve précieusement toutes les coupures de presse, tous les rapports d'enquête, toutes les photos. Elle refuse de vider l'appartement de ses parents, le maintient intact comme un sanctuaire. Laurent la soutient dans cette démarche. Il l'encourage à ne pas abandonner. Il lui répète que tant qu'on cherche, il reste un espoir. Cette phrase devient leur mantra pendant 15 ans. En 2010, 25 ans après la disparition, le dossier est officiellement reclassé en archives froides. Cela ne signifie pas qu'il est fermé, mais qu'aucune enquête active n'est plus menée. Si de nouveaux éléments apparaissent, le dossier sera rouvert. Sinon, il rejoindra définitivement les centaines d'affaires non résolues qui hantent les commissariats français. Eliane pleure en apprenant cette décision. Pour elle, c'est un abandon. Une capitulation face au mystère. Laurent tente de la consoler. Il lui dit que ce n'est qu'une formalité administrative, que la vérité finira par éclater un jour. Il a raison. Mais il ne sait pas encore que cette vérité le concerne directement, que le mystère porte son visage, que dans 5 ans, une simple photo fera exploser 30 années de mensonges. Les années 2010 à 2015 sont les plus calmes dans l'histoire de l'affaire. Plus de fausses pistes, plus de voyants charlatans, plus d'articles sensationnalistes. Le silence s'installe comme une chape de plomb sur la mémoire de Sophie et Thomas. Eliane continue ses commémorations annuelles, mais l'assistance diminue. Les cousins, les amis, les voisins ont tourné la page. Seuls quelques proches fidèles viennent encore. Laurent est toujours présent, fidèle au poste. Il prononce les mêmes phrases rituelles. Il allume les mêmes bougies. Il serre Eliane dans ses bras quand elle pleure. Pendant 30 ans, il a joué ce rôle à la perfection. Personne n'a jamais soupçonné que derrière cette façade se cachait peut-être le secret le plus terrible de cette histoire. Personne jusqu'en juin 2015. Le 18 juin 2015, Eliane Ferrand entre dans le grenier de la maison familiale du boulevard Sakakini pour la première fois depuis la mort de sa mère 6 ans plus tôt. Elle a repoussé ce moment, incapable d'affronter les souvenirs. Mais la maison doit être vidée, mise en vente. Elle ne peut plus repousser l'échéance. Accompagnée de Laurent, elle ouvre les cartons poussiéreux, trie les vêtements, feuillette les albums photos. Dans une vieille boîte à chaussures, elle trouve des négatifs photographiques jamais développés. Sa mère adorait prendre des photos, mais ne faisait développer que les meilleurs. Ces négatifs datent probablement des années 80. Eliane décide de les faire tirer par curiosité pour avoir quelques images de plus de cette époque révolue. Le 22 juin, elle récupère les tirages chez le photographe du quartier. Une vingtaine de photos, des images banales, un pique-nique familial en 1984, un Noël chez les parents, des vacances à la mer. Eliane les regarde distraitement, un sourire nostalgique aux lèvres. Et puis, soudain, son sang se glace. Sur l'une des photos, elle reconnaît le port d'Ajaccio. Le panneau de la gare maritime est visible en arrière-plan,
avec la date peinte en gros caractères, 13 août. La photo a été prise le lendemain de la disparition de Sophie et Thomas. Mais ce n'est pas ce détail qui fait trembler Eliane. C'est l'homme au centre de l'image. Son mari, Laurent, seul sur le quai, transportant 2 grosses valises. Eliane examine la photo sous toutes les coutures. Pas de doute possible. C'est bien Laurent, il porte la chemise bleue qu'elle lui a offerte pour son anniversaire en 1985. Les valises qu'il tient sont décorées d'autocollants colorés. Elle reconnaît ces autocollants. Sophie les collectionnait depuis l'adolescence, collait sur ses bagages les emblèmes de chaque ville visitée. Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse. Ces valises sont celles de sa sœur. Eliane sent ses jambes se dérober. Elle s'assoit incapable de respirer normalement. Laurent était sur ce bateau. Laurent était à Ajaccio le 13 août. Laurent avait les bagages de Sophie et Thomas. Pendant 30 ans, il n'a jamais mentionné ce détail. Pourquoi? Pourquoi ce silence? Que signifie cette photo? Elle rentre chez elle dans un état second. Laurent n'est pas encore rentré du travail. Eliane pose la photo sur la table de la cuisine et attend. Quand il arrive à 18h30, elle ne dit rien. Elle le laisse se servir un verre d'eau, retirer sa veste, s'installer. Puis elle glisse la photo devant lui sans un mot. Laurent blêmit. Pendant 10 secondes qui semblent durer une éternité, il fixe l'image sans réagir. Ses mains tremblent légèrement. Il finit par lever les yeux vers Eliane. Elle lit dans son regard quelque chose qu'elle n'avait jamais vu. De la peur. Une peur profonde, animale. Il ouvre la bouche pour parler, mais aucun son ne sort. Il se lève brusquement, prend ses clés de voiture et sort de la maison en courant. Eliane reste pétrifiée. Elle passe la nuit seule, incapable de dormir. Laurent ne rentre pas. Il ne répond pas au téléphone. À 6 heures du matin, Eliane prend une décision. Elle se rend au commissariat central de Marseille. Elle demande à parler à un enquêteur. Elle montre la photo. Elle explique toute l'histoire depuis le début. L'officier de permanence, le capitaine Julien Garnier, comprend immédiatement la gravité de la situation. Il fait une copie de la photo, prend la déposition complète d'Eliane, lance un avis de recherche pour Laurent Ferrand. À midi, Laurent est localisé dans un hôtel près de la gare Saint-Charles. Il est placé en garde à vue et transféré au commissariat. L'affaire Marchand vient d'être rouverte après 30 ans de sommeil. Laurent refuse de parler pendant les premières heures. Il reste mutique face aux enquêteurs, les bras croisés, le regard fixe. Le capitaine Garnier pose la photo devant lui. Laurent la regarde longuement, puis détourne les yeux. Garnier insiste. Que faisait-il à Ajaccio le 13 août 1985? Pourquoi transportait-il les valises de Sophie et Thomas? Où sont-ils? Que s'est-il passé sur ce ferry? Laurent se contente de secouer la tête. Son avocat, commis d'office, lui conseille de coopérer. Laurent répond qu'il n'a rien à dire. Garnier le prévient que son silence ne fait qu'aggraver les soupçons. Laurent hausse les épaules. La garde à vue est prolongée de 24 heures. Laurent passe la nuit en cellule sans fermer l'œil. Le lendemain, Garnier change de tactique. Il fait venir Eliane au commissariat. Il organise une confrontation. Quand Laurent voit sa femme, ses yeux se remplissent de larmes. Eliane, le visage défait, lui demande simplement de dire la vérité. Pour elle, pour Sophie, pour leurs parents disparus sans savoir. Laurent baisse la tête. Il murmure quelques mots inaudibles. Garnier demande de répéter. Laurent relève les yeux et dit clairement qu'il veut un autre avocat, un pénaliste. Il ne dira rien sans la présence d'un spécialiste. La confrontation s'arrête là. Eliane sort du commissariat en pleurant. Elle vient de comprendre que l'homme avec qui elle partage sa vie depuis 33 ans lui a menti pendant tout ce temps. Que le dévouement qu'il montrait cachait peut-être une culpabilité monstrueuse. L'affaire explose dans les médias. Les journaux titrent sur le beau-frère silencieux, la photo mystère, les 30 ans de mensonges. Les chaînes d'information diffusent en boucle le portrait de Laurent, les images d'archives de Sophie et Thomas, la reconstitution de la disparition. Les experts en criminologie débattent à la télévision. Certains parlent de meurtres prémédités, d'autres d'accidents dissimulés, d'autres encore de complicité passive. Les réseaux sociaux s'enflamment. Des milliers de personnes commentent, accusent, théorisent. La famille Marchand, qui espérait la vérité, se retrouve plongée dans un cirque médiatique insupportable. Les cousins, les amis, refusent de parler aux journalistes.
Seule Eliane accepte de témoigner dans une émission de télévision. Elle dit simplement qu'elle veut savoir, qu'elle mérite de savoir après 30 ans d'attente. Laurent obtient les services d'un avocat réputé, Maître Philippe Dumas, spécialisé dans les affaires criminelles complexes. Dumas négocie avec les enquêteurs. Son client est prêt à parler, mais sous condition. Il veut l'immunité partielle contre toute poursuite pour non-assistance à personne en danger et dissimulation de preuves. Il accepte d'être poursuivi pour d'autres chefs d'accusation si les faits le justifient, mais il veut une garantie minimale. Le procureur refuse dans un premier temps. Dumas insiste. Sans cette garantie, Laurent ne dira rien et l'affaire restera non résolue pour toujours. Le procureur finit par céder partiellement. Il accorde l'immunité sur la dissimulation, mais pas sur le reste. Laurent accepte. Le 5 juillet 2015, 20 jours après la découverte de la photo, il fait une déposition complète. Ce qu'il raconte glace le sang de tous ceux qui l'écoutent. Laurent commence par confirmer qu'il était bien sur le ferry le 12 août 1985. Il avait embarqué avec Sophie et Thomas, mais séparément. Ils ne devaient pas voyager ensemble. Cette précision fait bondir les enquêteurs. Pourquoi cette mise en scène? Laurent explique qu'il avait une liaison avec Sophie depuis 6 mois. Une relation clandestine, passionnée, qui les dévorait tous les deux. Sophie ne supportait plus son mariage avec Thomas, qu'elle trouvait fade. Laurent était obsédé par sa belle-sœur. Ils avaient décidé de fuir ensemble, de recommencer une nouvelle vie en Corse sous de fausses identités. Thomas ne devait jamais arriver à Porto Vecchio. Il devait disparaître pendant la traversée. Un accident. Une chute en mer. Sophie serait libre. Laurent aussi. Ils pourraient enfin s'aimer au grand jour après un délai décent. Le plan parfait. Sauf que tout a dérapé. Laurent raconte la suite d'une voie mécanique. Sur le ferry, vers 13 h, Sophie et lui ont attiré Thomas sur le pont arrière, à l'écart des autres passagers. Ils voulaient lui parler, lui avouer leur liaison, le convaincre d'accepter un divorce à l'amiable. Mais Thomas a explosé. Il a crié, menacé, tenté de frapper Laurent. Dans la bagarre, Thomas a basculé par-dessus le bastingage. Un accident. Un moment de violence qui a mal tourné. Sophie a hurlé. Laurent l'a fait taire, paniqué. Il a regardé autour de lui. Personne n'avait rien vu. Ils étaient seuls sur cette partie du pont. Thomas avait disparu dans les flots sans laisser de traces. Pas de corps flottant visible. La mer l'avait avalé immédiatement. Sophie s'est effondrée. Elle réalisait l'horreur de ce qui venait de se passer. Elle voulait alerter l'équipage, avouer, se rendre. Laurent l'a convaincue de se taire. Mais Sophie n'a pas tenu. À l'arrivée à Ajaccio, elle était dans un état de choc total. Elle tremblait, murmurait des phrases incohérentes, parlait d'aller se livrer à la police. Laurent a compris qu'elle allait tout raconter, que leur vie était finie, qu'il serait accusé du meurtre de Thomas. Dans un moment de panique absolue, il a poussé Sophie du quai. C'était le soir, tard, vers 23 h. Le port était désert. Sophie est tombée dans l'eau noire entre 2 bateaux. Elle ne savait pas nager. Laurent a attendu de ne plus voir de bulles remonter à la surface. Puis il a récupéré les 3 valises, les leurs et celles de Thomas. Il les a gardées cette nuit-là dans une chambre d'hôtel minuscule. Le lendemain matin, quelqu'un l'a photographié sans qu'il s'en rende compte alors qu'il transportait les bagages vers une décharge. Il a brûlé les affaires du couple. Et il est rentré à Marseille, seul. La déposition de Laurent Ferrand provoque un séisme judiciaire et familial. Les enquêteurs sont partagés entre le soulagement d'avoir enfin une explication et l'horreur de ce qu'ils viennent d'entendre. Le capitaine Garnier demande immédiatement la vérification de chaque élément du récit. Des plongeurs sont envoyés dans le port d'Ajaccio pour chercher des restes du corps de Sophie entre les quais. 30 ans après, les chances de trouver quoi que ce soit sont quasi nulles, mais ils tentent quand même. Parallèlement, une équipe reconstitue le trajet de Laurent sur le ferry et à Ajaccio. Ils interrogent à nouveau les témoins de 1985, cherchent des confirmations. Tout ce travail prendra des mois. En attendant, Laurent est inculpé pour meurtre et mis en examen. Eliane Ferrand s'effondre psychologiquement. Elle apprend en même temps que sa sœur avait une liaison avec son mari et que ce même mari a causé la mort de Sophie et Thomas. 30 années de mariage s'écroulent en quelques phrases. Elle refuse de voir Laurent, engage immédiatement une procédure de divorce, déménage chez une cousine. Les médias la harcèlent. Elle ne répond plus aux appels, ferme ses volets, coupe les ponts avec le monde extérieur.
Des psychologues spécialisés dans les traumatismes liés aux affaires criminelles la prennent en charge. Elle passe 3 mois dans un état semi-catatonique, incapable d'accepter la réalité. Comment a-t-elle pu vivre 30 ans avec un double meurtrier sans rien voir? Comment a-t-elle pu l'aimer, lui faire confiance, le croire sincère dans son chagrin? Les vérifications des enquêteurs révèlent des failles dans le récit de Laurent. Plusieurs éléments ne collent pas. D'abord, aucun témoin ne confirme avoir vu Sophie et Thomas ensemble sur le pont arrière le 12 août. La retraitée de Bastia, qui avait signalé un homme seul avec des valises, confirme son témoignage, mais elle ne peut pas identifier formellement Laurent. Ensuite, les recherches dans le port d'Ajaccio ne permettent pas de retrouver le moindre reste du corps de Sophie. Les courants marins auraient pu l'emporter, certes, mais l'absence totale de preuves pose question. Enfin, l'histoire de la liaison entre Sophie et Laurent semble sortie de nulle part. Aucun proche, aucun collègue, aucun voisin n'a jamais remarqué la moindre complicité suspecte entre eux. Ils se voyaient en famille, comme des beaux-frères normaux. Rien de plus. Le capitaine Garnier confronte Laurent avec ses incohérences. Laurent maintient sa version. Il affirme que leur liaison était parfaitement dissimulée, qu'ils se retrouvaient dans des endroits discrets, qu'ils étaient experts en comédie sociale. Pour les témoins du ferry, il explique que la zone où l'accident s'est produit était effectivement déserte à ce moment précis. Quant au corps de Sophie, il rappelle que 30 ans se sont écoulés. Les courants, la décomposition, les bateaux qui entrent et sortent du port chaque jour, tout cela explique l'absence de reste. Garnier n'est pas convaincu. Il pense que Laurent dit une partie de la vérité, mais en cache une autre. Pourquoi? Qu'a-t-il encore à cacher après 30 ans? Quelle part du secret refuse-t-il de révéler même maintenant? Ces questions restent sans réponse. En septembre 2015, une expertise psychiatrique est ordonnée. Un expert rencontre Laurent à plusieurs reprises en détention. Son rapport conclut que Laurent présente des traits de personnalité narcissique et manipulatrice, mais qu'il est pleinement responsable de ses actes. Il ne souffre d'aucune pathologie mentale qui expliquerait ou excuserait ses crimes. L'expert note cependant un détail troublant. Laurent semble sincèrement convaincu que sa version des faits est vraie. Il la raconte sans variation, sans hésitation, avec une cohérence troublante. Soit il s'agit d'un menteur exceptionnel, soit il a reconstruit dans sa mémoire une version alternative de la réalité pour pouvoir vivre avec son secret pendant 30 ans. Dans les deux cas, l'expert conclut que la vérité complète ne sera probablement jamais connue. L'affaire passe en instruction en 2016. Le juge d'instruction, Madame Isabelle Torres, reprend tout le dossier depuis le début. Elle fait interroger à nouveau tous les témoins disponibles. Elle fait analyser la photo de 1985 par des experts en images. Il confirme que le cliché n'a pas été truqué, qu'il date bien d'août 1985, que l'homme est bien Laurent Ferrand. Les valises correspondent aux descriptions données par la famille Marchand. Tout dans cette photo accrédite la présence de Laurent à Ajaccio le lendemain de la disparition. Mais cette preuve, aussi accablante soit-elle, ne prouve pas le meurtre. Elle prouve seulement que Laurent a menti pendant 30 ans. Ce mensonge est en soi criminel. Mais il ne suffit pas juridiquement à établir sa culpabilité pour meurtre sans corps, sans témoin, sans aveu fiable. Le procès s'ouvre en janvier 2018 devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. Laurent comparaît pour double meurtre. L'accusation s'appuie sur la photo, le mensonge prolongé, la déposition de Laurent lui-même. Maître Dumas, son avocat, plaide l'accident pour Thomas et un geste de panique pour Sophie. Il demande la requalification en homicide involontaire. Le procureur refuse. Il estime que la dissimulation des corps, des bagages et le mensonge de 30 ans démontrent une préméditation, ou du moins une volonté criminelle claire. Les débats durent 3 semaines. Des experts défilent à la barre. Des témoins racontent leurs souvenirs flous. Eliane refuse de venir témoigner. Elle a fait savoir par courrier qu'elle ne voulait plus entendre parler de cette histoire ni de cet homme. Le jury délibère pendant 2 jours. Le verdict tombe le 2 février 2018. Laurent Ferrand est reconnu coupable du meurtre de Sophie Marchand avec préméditation. Pour Thomas Marchand, le jury retient l'homicide involontaire, estimant que la version de l'accident lors de la bagarre est plausible. Laurent est condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Il ne manifeste aucune émotion en entendant le verdict. Il hoche simplement la tête, se lève et suit les gendarmes sans se retourner. Maître Dumas annonce qu'il fera appel.
Le procès en appel se tiendra en 2019 et confirmera la condamnation. Laurent Ferrand, 72 ans, finira ses jours en prison. Il n'a plus jamais parlé de l'affaire après sa condamnation. Les quelques journalistes qui ont tenté de le voir se sont heurtés à un refus systématique. Mais plusieurs zones d'ombre persistent malgré la condamnation. La famille Marchand n'a jamais pu enterrer Sophie et Thomas. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Cette absence de sépulture empêche le deuil de se faire complètement. Eliane a fait ériger une stèle dans le cimetière familial avec les noms de sa sœur et de son beau-frère, mais ce n'est qu'un symbole. Ensuite, la liaison présumée entre Sophie et Laurent n'a jamais pu être confirmée par aucune preuve tangible. Pas de lettres, pas de témoins, pas de traces bancaires de rendez-vous clandestins. Soit ils étaient incroyablement prudents, soit cette liaison n'a jamais existé, et Laurent a inventé cette partie pour justifier le meurtre. Pourquoi inventerait-il cela? Mystère. Enfin, le témoignage de la retraitée qui a vu un homme seul avec des valises sur le ferry pose question. Si c'était bien Laurent, cela signifie qu'il transportait déjà les bagages avant l'arrivée à Ajaccio. Mais comment aurait-il pu récupérer les valises de Sophie et Thomas s'ils étaient encore vivants à ce moment-là? Cette incohérence n'a jamais été expliquée de manière satisfaisante. Certains enquêteurs pensent que Laurent a tué Sophie et Thomas tous les deux sur le ferry, pas seulement Thomas. Que toute l'histoire de la chute accidentelle et du meurtre à Ajaccio est une invention destinée à minimiser sa responsabilité. Mais sans preuve, cette théorie reste une spéculation. La vérité complète est peut-être morte avec Laurent, enfermé dans un coin de sa mémoire qu'il refuse d'ouvrir. Les dernières nouvelles de l'affaire datent de 2023. Laurent Ferrand, âgé de 76 ans, purge sa peine à la maison centrale de Sainte-Maure. Il a été placé en isolement après avoir été agressé par d'autres détenus qui le considèrent comme un traître familial, la pire espèce de criminel à leurs yeux. Il passe ses journées à lire, refuse de participer aux activités collectives, ne reçoit aucune visite. Eliane Ferrand, quant à elle, a changé de nom, quitté Marseille, refait sa vie loin de cette histoire. Elle a coupé les ponts avec tous ceux qui lui rappellent cette période. Elle ne donne plus d'interviews, ne répond plus aux sollicitations. Elle veut simplement oublier. Mais peut-on vraiment oublier 30 années de mensonges? Peut-on effacer le visage d'un homme qu'on a aimé et qui s'est révélé être un monstre? Ces questions, elle se les pose encore chaque nuit, sans trouver de réponse apaisante. L'affaire Marchand-Ferrand reste l'une des plus troublantes disparitions résolues de l'histoire criminelle française. Non pas pour la violence des crimes, mais pour la durée du mensonge et la trahison familiale qu'elle révèle. Pendant 30 ans, Laurent Ferrand a incarné le beau-frère parfait, pleurant avec la famille, organisant des commémorations, cherchant activement les disparus. Pendant 30 ans, il a regardé les parents de Sophie vieillir dans le chagrin sans leur dire la vérité. Il a consolé Eliane dans ses moments de désespoir, tout en sachant qu'il était responsable de ce désespoir. Cette capacité à mentir si longtemps, si bien, fascine et terrifie. Elle montre que derrière les visages les plus familiers peuvent se cacher des secrets monstrueux, que la confiance est parfois une illusion fragile. La découverte de la photo en 2015 pose une question vertigineuse sur le hasard et le destin. Si Eliane n'était pas montée dans ce grenier ce jour-là, si elle n'avait pas fait développer ses négatifs oubliés, Laurent aurait emporté son secret dans la tombe. Sophie et Thomas seraient restés à jamais des disparus sans explication. La vérité serait morte avec lui. Cette idée obsède les enquêteurs qui ont travaillé sur l'affaire. Combien d'autres secrets dorment dans des greniers, des boîtes à chaussures, des albums jamais ouverts? Combien de mystères ne sont séparés de leur résolution que par une photo jamais développée, un document jamais lu, un témoignage jamais recueilli? L'affaire Marchand nous rappelle que la vérité peut attendre 30 ans avant d'éclater au grand jour, qu'un mensonge, aussi parfait soit-il, finit toujours par se fissurer. Mais la question finale demeure lancinante, sans réponse définitive. Laurent Ferrand a-t-il vraiment tout dit? La version qu'il a livrée lors de son procès est-elle la vérité complète ou seulement une partie arrangée pour le rendre moins coupable? Pourquoi Sophie aurait-elle accepté de participer à un plan pour tuer son mari si elle devait ensuite craquer et tout avouer? Pourquoi Laurent aurait-il pris le risque de voyager avec les 2 valises compromettantes en plein jour dans le port d'Ajaccio? Ces incohérences suggèrent qu'une partie de l'histoire reste cachée. Peut-être ne la connaîtrons-nous jamais.
Peut-être Laurent emportera-t-il cette dernière pièce du puzzle avec lui, et Sophie et Thomas resteront à jamais quelque part entre Marseille et Ajaccio, prisonniers d'un secret que même la justice n'a pas totalement percé.